Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 2. Au centre galactique, des débats ont lieu. Ce sont les principales races mineures qui ont demandé une audience auprès des ministres et du président du centre galactique. Leurs revendications portent sur l'insurrection qu'avaient effectuée les chefs des 4 grandes races lors du procès du sénateur d'Ordaraek. Ils souhaitent les destituer de leur statut, car ils voulaient modifier la sentence du juge en proférant des menaces à l'encontre de la République universelle. Ils souhaitent que tous les centres galactiques de l'univers soient mis au courant de l'incident. Ainsi, ils pourraient tous voter pour leur destitution. Le président et les ministres s'attendaient à une telle démarche de leur part. Eux-mêmes n'étaient pas passés à côté de la scène qu'ils trouvaient surréaliste. Ils sont dans l'obligation de prendre la plainte, même s'ils sont persuadés que leur mouvement ne se propagera pas au vu de l'influence qu'ils exercent dans la République universelle. L'un des politiciens ironise sur la situation. Ils ont agi pour protéger les leurs alors qu'ils étaient innocents. L'homme politique fut repris aussitôt par le représentant des Hirondons. Vous imaginez l'image que cela montre. S'ils sont capables de faire changer l'issue d'un procès en menaçant les institutions, dans ce cas, ils pourront se permettre tous les méfaits sans craindre d'être jugés. Après la fin de la guerre, quand nous avons appris que les frères démons appartenaient au peuple des Cloves, nous leur avons enlevé leurs privilèges qu'ils détenaient dans les centres galactiques qui n'appartenaient pas à leur galaxie. Mais nous aurions dû le faire pour les 4 grandes races. Si on continue à être laxiste envers eux, ils vont finir par dominer toute la galaxie et ils pourront reprendre leur guerre. Même si une partie du propos de l'insecte est fondée, les ministres réfutent le reste de son postulat. Les 4 grandes races n'étaient pas entrées en conflit direct depuis plus de 5000 ans. Même si la création de la République universelle avait apaisé les tensions, les guerres n'avaient pas pour autant cessé. Il y a 5000 ans, un accord d'expansion territoriale avait été voté. Les partis politiques alliés à la République universelle avaient octroyé ce droit, car les 4 grandes races disposaient d'une technologie des plus avancées. Grâce à eux, ils ont pu étendre leur mouvement politique. Par la suite, les autres partis politiques ont accepté de céder des territoires aux grandes races. Ils n'appartenaient pas aux partis politiques, mais détenaient les territoires. Seul le diktat de la lumière n'a jamais concédé à de telles alliances. Maintenant que la guerre était terminée, la peur de voir de nouvelles expansions des grandes races commence à être envisagée par les races mineures. Surtout que ni eux, ni les autres partis politiques peuvent s'opposer à leur puissance militaire ou technologique. Avoir la possibilité de reconquérir des territoires est donc devenu une priorité pour eux. Le représentant des Médusians, qui est un peuple qui a pris le rôle de médiateur, souhaite prendre la parole. Son corps gélatineux
laisse entrevoir de légères vibrations dues au son qui s'apprête à sortir. Nous ne pouvons choisir la bonne stratégie à adopter. Nous devrions demander conseil à Hillard. La proposition du Médusien laisse tout le monde sans voix. Leur première réaction fut d'éluder la proposition. Puis ils commençaient à entrevoir la possibilité que cela pourrait entraîner. Les ministres ne raisonnaient qu'en termes de profit qui seraient générés dans la restitution des territoires, alors que les représentants des races mineures ne voyaient que la possibilité de retrouver leur autonomie. Les 4 grandes races détenaient 47% des galaxies de l'univers. Pourtant, ils s'étaient installés dans 85% des galaxies. La rétrocession des mondes en question apporterait une réinjection financière sans précédent. Certains ministres commençaient à cartographier les planètes qui pourraient bénéficier de cette mesure. Ils étaient prêts à investir en imaginant les profits qui généreraient. Le président du Centre Galactique coupa court à toutes les rêveries belliqueuses des politiciens. Avant tout, il faut obtenir une majorité pour qu'une loi dans ce sens soit débattue dans les centres galactiques, puis espérer qu'elle soit votée. Et seulement à ce moment-là, une rétrocession pourra avoir lieu. En attendant, je ne veux pas voir d'opportunistes qui pourraient détruire dans l'œuf la possibilité d'une indépendance des races mineures. Les ministres sont déçus. Ils auraient aimé se positionner avant l'annonce de la mention de destitution. Au même moment, la contre-enquête sur l'assassinat du sénateur Sarluc arrive à sa conclusion. N'ayant pas d'image des drones, ils ont dû s'appuyer sur les vidéos de surveillance de l'extérieur de la pièce. Il n'y a eu aucun passage. L'enquêteur qui s'est occupé de l'affaire a pris la décision de conclure à un suicide. Il n'était pas favorable à cette thèse, mais le juge en charge du procès ne voulait pas révéler les informations qui entouraient le suspect, car il devrait mettre à jour une réalité qu'il ne pouvait accepter. Il était terrifié à l'idée de devoir annoncer le retour de l'individu qui a traumatisé l'univers. En ne disant rien, il pourrait encore espérer que cela resterait un cauchemar qui disparaîtrait avec le temps. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, il a fait sceller la vidéo du chasseur de primes. Il a même fait mandater des enquêteurs extérieurs au dossier pour affirmer la thèse du suicide. Corgi Flag ne voulait pas témoigner dans ce sens, car il savait que de tels mensonges pourraient entraîner des représailles à son encontre dans l'avenir. Le juge a donc décidé de l'exclure de la contre-enquête. Dans un premier temps, il voulait lui enlever le droit d'exercer au sein des centres galactiques. Mais si le chasseur de primes aurait fait appel de la décision, il aurait dû expliquer les raisons de son renvoi. Il ne pouvait se le permettre. Lors de sa prise de parole aux médias, le juge avait convié les magistrats qu'il avait assistés lors du procès du sénateur Dordarek. Eux aussi avaient adopté sa ligne de conduite. Après l'enquête, nous avons pu déterminer les circonstances du décès du sénateur Sarluc. Nous avons pu mettre à jour la connivence des agissements et des idéaux que partageait le sénateur Sarluc avec le diktat de la lumière. Se sentant acculé par les faits qu'il ne pouvait démentir, il a préféré mettre fin à ses jours. Cela prouve une nouvelle fois qu'aucun barbare qui partage les idéaux du dictateur Hannibal Barca
ne pourra échapper à l'œil affûté de la République universelle. Le juge se sent fier de son discours. Il s'imposait un regard dur, un regard de leader, qui était capturé par les flashs des photos et vidéos pris par les drones. Il le sait, il écrit l'histoire et ne compte pas être oublié. Dans les hangars à vaisseaux, un convoi de grande ampleur a lieu. Il y a 10 soldats de l'élite galactique qui sont mobilisés. Leur mission, transporter leur suspect vers sa cellule en attente de son procès. Au vu de la dangerosité de l'individu, le sénateur Dordarek, qui est son accusateur, n'a pas été convié au transport du caméléon. Des hangars aux cellules du tribunal, il y a 680 km de distance. Ils doivent parcourir cette distance dans un véhicule de sécurité qui va relier les deux points en 15 minutes. Le criminel est retenu par des attaches qui bloquent ses mouvements. De plus, il a été placé dans une box qui l'empêche d'utiliser son énergie. Ils ont pris des mesures qui paraissent démesurées. Car après son affrontement avec l'équipe de Didrion, il a perdu ses tatouages. Son corps a commencé à changer depuis que les créatures qu'il abritait l'ont quitté. Sa peau lisse de couleur beige se nécrose. Elle se craquelle et laisse tomber des morceaux de peau au sol. Les soldats découvrent son épiderme écailleux qui se révèle dans sa mue. L'homme souffre du changement que son corps subissait. Il se sentait de plus en plus faible. Les moqueries des militaires sur sa nouvelle apparence ne l'atteignaient pas, car il ne parvenait pas à rester conscient. Mais au plus profond de lui-même, il n'avait qu'une envie. Les étriper, sentir l'arrêt de leur pouls quand il refermerait sa main sur leur gorge. Dans un rebond de lucidité, il lance son regard sur le groupe qui remarque sa face de dégénéré. Il sourit bêtement, tout en humant une grande quantité d'air. Libérez-moi et vous vivrez. Les rires des soldats ne se font pas attendre. Ils sont si distraits par leurs prisonniers qu'ils ne remarquent pas la noirceur qui s'installe dans le fond de l'embarcation. Le caméléon mêle son rire à celui des militaires. Eux cessent aussitôt de se bidonner, alors que lui n'arrête pas ses ricanements. Les soldats approchent de sa cellule. Ils veulent s'en prendre à lui. Son sourire forcé éveille les soupçons de l'un d'entre eux. Il se retourne, il est aussitôt décapité. Le casque tombe aux pieds d'un soldat. Alors que sa tête en sort, les autres membres du groupe font face à leur ennemi. L'homme au casque fendu s'immisce entre deux d'entre eux. Il les pourfend avec des épées de feu. Son geste de retrait les découpe en deux. Leurs armures n'ont pas résisté. Les soldats se préparent à attaquer, mais ils sont aussitôt balayés. 3 d'entre eux sont découpés en 2. Leurs corps se séparent, tombant de chaque côté. L'un des combattants se prépare à créer un élément, mais se fait couper le bras. Puis la lame de feu vient l'atteindre en plein cœur. 2 autres se font attraper à la gorge. La pression qu'il exerce fait craquer leurs vertèbres cervicales. Il les jette au sol comme de vulgaires détritus. Il ne reste qu'un soldat, effrayé par la violence qui s'est jouée sous ses yeux. Il n'ose pas attaquer.
Il préfère fuir face à l'un des deux frères démons. Le caméléon n'attendait qu'à être libéré, alors que son homologue se délectait de son emprisonnement. Tu es venu du futur pour finir attaché comme une vulgaire victime, lance-t-il tout en ricanant. Libère-moi, demande-t-il d'un ton de supplication. L'homme crée une lame de feu qui vient se placer sous le cou du caméléon. Il garde cette position quelques instants, puis fait un mouvement d'attaque qui vient détruire les entraves qui le retenaient. Les deux hommes disparaissent dans une ombre qui les avale. C'était TSR, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine.